Croyez-vous en la vie après la mort? Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. J'espère que oui, parce que bon, j'ai des proches évidemment qui sont décédés aussi. Non, parce que c'est pas prouvé scientifiquement. Je pense qu'il y a quelque chose au-delà du matériel. Je crois en la vie après la mort aussi parce que je crois en la réincarnation. Quand la vie s'arrête, tout s'arrête. C'est biologique, c'est cartésien aussi. Je sais pas, mais au moins sous la forme d'une âme. Je pense qu'il n'y a que la matière. Et si vous voulez me le faire dire, l'âme n'existe pas. Je suis assez matérialiste, donc des fois non, et puis des fois je me dis pourquoi pas. Après, il y a des choses tellement qui ne s'expliquent pas que voilà. Depuis toujours, la grande question de l'être humain a été de savoir s'il existe une vie après la mort. Mais où en est la science sur cette question? La journaliste Aurélie Godefroy, passionnée par ce sujet, nous a accompagnés dans cette aventure transcendantale et scientifique. Un cimetière, drôle d'endroit pour une rencontre. Mais comme nous allons parler de mort, j'ai trouvé que le lieu était plutôt bien choisi. En effet, ce domaine a longtemps été réservé aux religions. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, de nombreux scientifiques sont convaincus que nous continuons à vivre sous une autre forme après notre mort. Alors sur quelles preuves, sur quelles études s'appuie-t-il? Sommaire. Nous sommes partis à la rencontre de ces scientifiques. La mort, c'est une frontière difficile pour la science. Ils ont étudié les EMI, expériences de mort imminente. À ce moment-là, le cerveau s'arrête de fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. Un sujet qui fascine. Ils ont aussi étudié des personnes capables de sortir de leur corps. Là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec mon corps. On entend souvent dire que l'âme pèserait 21 grammes. Les physiciens s'interrogent également. Il existe, par définition, des mondes invisibles. Einstein a écrit « Je crois en une vie après la mort parce que l'énergie ne peut pas mourir ». Et enfin, ils ont testé des médiums qui prétendent communiquer avec les défunts. Les esprits décédés ne sont pas localisés dans les cimetières. Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps. Quels sont les résultats de ces études? La conscience est-elle indépendante de notre cerveau? Notre conscience peut-elle continuer à exister après la mort? Et si la mort n'existait pas? Ce sujet divise la communauté scientifique, avec d'un côté la science actuelle matérialiste qui nous explique que nous n'avons que le corps, que la matière, et d'un autre côté des scientifiques qui nous expliquent que la conscience survivrait même au corps, qu'elle serait indépendante de ce dernier. C'est pourquoi cette dernière communauté de scientifiques a rédigé un manifeste pour une science post-matérialiste. Afin de faire évoluer la science, ce manifeste a été initié par Mario Beauregard, chercheur en neurosciences. Ce manifeste s'appuie sur des études publiées dans plusieurs revues scientifiques et a été signé par des centaines de chercheurs internationaux, des médecins, neurologues, physiciens, biologistes, mathématiciens. Le paradigme post-matérialiste, il y a plein d'implications, dont la survie de la personnalité et de la conscience après la mort. Et ça a des implications énormes, évidemment, pour l'humanité. Volontaire, vite! Oxygène. Une de leurs premières études porte sur les expériences de mort imminente qui se produisent lors d'un arrêt cardiaque. Chargé. Go! 1. Ces scientifiques ont étudié les témoignages de ceux qui ont été réanimés. Et nombreux sont les médias à avoir relayé leurs travaux. Le dossier de cette édition sur un sujet qui fascine, les expériences de mort imminente. C'est un constat troublant, vous le savez, les personnes qui se réveillent après un coma ou un état de mort clinique racontent souvent les mêmes visions, les mêmes scènes. Un espace un peu velouté, un peu diaphane, un peu blanc, avec des voiles, avec des formes qui n'étaient pas des formes d'être humain du tout, et une sensation de paix. Nous avons également rencontré quelques témoins qui ont vécu cette expérience unique. Je suis sortie de mon corps, donc j'étais plus dans cette dimension matérielle.
Et à un moment donné, je me suis vue flotter au-dessus de mon corps. Je voyais tout. Le gynécologue était hors de lui, il criait, il disait « on la perd, on la perd ». Et la première chose qui m'est venue, c'est de me dire, mais je suis morte. Et c'était vraiment complètement naturel comme sensation. Ça a duré combien de temps? Je ne sais, mais je suis dans le hors-temps où la seconde et l'éternité sont la même chose. Donc je voyais cette lumière qui était éblouissante et c'était une lumière qui était empreinte d'amour. C'est une lumière qui est une chaleur qui est extraordinaire et qui est attirante. Moi-même, après, je dis, on n'a pas de mots, on essaie de le dire pour que les gens comprennent. J'étais dans un état de félicité absolue, en fait. Un état de... plus que du bien-être, plus que de l'amour. En tout cas, c'est ce sentiment d'être aimé sans jugement, complètement, pleinement, comme j'ai jamais ressenti ça sur Terre, en fait. Je me suis retrouvée dans un tunnel avec des silhouettes de part et d'autre qui m'accueillaient. Et face à moi, il y avait des personnes en arc de cercle, avec une personne plus charismatique qui était au milieu. J'avais la sensation que c'était un retour à la maison. En fait, je connaissais pas ces personnes-là, mais j'avais confiance en elles. Je vais subir donc un jugement, mais ce jugement, ce n'est pas un jugement tel qu'on pourrait le penser. Ce jugement, ce n'est pas péremptoire. C'est moi qui me juge, ce n'est pas la lumière qui me juge. En fait, c'était tous les petits actes qui étaient faits sans amour qui apparaissaient. C'est moi qui m'aperçois que je suis un être qui doit devenir meilleur au sens de cette lumière qui m'attire. J'étais encore là-haut, là où, je ne sais pas. Et je voulais y rester. Tous décrivent cette même expérience de décorporation. Mais à un moment, il leur a bien fallu réintégrer leur corps. Je n'avais pas du tout envie de redescendre. J'ai demandé à plusieurs reprises de rester. Donc ça se passe pas au niveau des mots, hein, c'est télépathique, je sais pas comment expliquer, c'est pas dissible en fait. Et les silhouettes qui étaient là ont dit « tu dois redescendre, ce n'est pas ton heure ». Je vais sentir une réentrée dans mon corps, c'est assez rapide, c'est comme rentrer dans un gant trop étroit. Réintégrer mon corps, ça a été dur. Parce que j'avais l'impression que ce corps que je l'avais laissé est devenu plus petit que cette âme qui devait pénétrer ce corps. Suite à mon EMI, c'est sûr qu'on voit la vie sous un autre jour, hein, puisque pour moi, la mort n'existe pas. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que déjà que la mort n'est pas triste, n'est pas une fin, ça j'en suis convaincue. Il y a vraiment une continuité sous une autre forme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas une fin. Quelques scientifiques étudient ces expériences, notamment le professeur Steven Lorez, connu pour ses travaux sur le cerveau. Alors actuellement, on a plus de 1500 de ces témoignages qui pour moi sont une réalité physiologique. Je pense que c'est clair qu'il y a ces mémoires incroyables où, pour moi, l'erreur historique, c'est que les médecins, les scientifiques n'ont pas pris ce phénomène assez au sérieux. Le professeur Lorez cherche à savoir si le cerveau pourrait être à l'origine de ces phénomènes. J'ai des patients que je vois à ma consultation qui ont cette vision en tunnel. Des personnes qui parfois vont l'avoir lors d'une crise de migraine ou quand ils ont fait une thrombose et qu'il y a des connexions là qui sont touchées. De même pour cette sensation d'avoir le flash de sa vie, hein, cette sensation de bien-être. Idem pour cette décorporation, là aussi, hein, il y a une région qu'on peut stimuler du côté gauche. À nouveau au milieu du cerveau, une région qui s'allume ou qui, quand on la stimule, peut donner ce sentiment qu'il y a une présence. C'est intéressant. Certains vont dire, quel matérialiste, il va encore regarder dans le cerveau. Je m'assume, mais je ne dis pas, ça doit absolument être limité à cela. Voilà. Pour le moment, on a une série d'hypothèses. Et pour moi, il n'y a aucune qui me satisfait. Ces recherches sur le cerveau ne parviennent pas à ce jour à expliquer ces expériences de mort imminente. Parmi les autres études sur ce phénomène,
Celle du cardiologue Pim van Lommel fait date dans la communauté scientifique. Elle a d'ailleurs été publiée dans la prestigieuse revue The Lancet. Il a livré ses conclusions lors du premier colloque international sur les EMI. Il a été scientifiquement démontré qu'au cours de l'EMI, une conscience élargie était éprouvée indépendamment de l'activité cérébrale. Une telle compréhension modifie également notre opinion sur la mort. Du fait de la conclusion quasi inévitable qu'au moment de la mort physique, la conscience va continuer d'exister dans une autre dimension, dans un monde invisible et immatériel. Voilà une révélation scientifique surprenante. La conscience serait donc indépendante de notre cerveau. Et à la mort de notre corps, notre esprit continuerait à vivre dans un autre monde. Mais je vous entends déjà dire, qu'est-ce qui me prouve que ces expériences ne sont pas des hallucinations? Alors il y a beaucoup d'arguments qui montrent que non. Premier argument, déjà, certaines des visions peuvent être vérifiées objectivement. Par exemple, des personnes qui ont une expérience de mort imminente sortent de leur corps et voient certaines personnes dans la salle d'attente ou à leur domicile en même temps, disent des détails qui ont été vérifiés ensuite par les observateurs extérieurs. Deuxième chose, la structure de ces phénomènes est universelle. Ils vivent tous la même chose. Or, des hallucinations, par définition, c'est idiosyncrasique. C'est-à-dire que chacun vit son hallucination de ce côté, elle ne ressemble absolument pas à celle du voisin. J'ai voulu étudier les expériences de mort imminente dans les arrêts cardiaques parce que, en fait, dans les arrêts cardiaques, on sait que l'électroencéphalogramme va être plat dans les 10 à 30 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc, on sait qu'à ce moment-là, le cerveau s'arrête en théorie de fonctionner et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. En plus, si les gens sont dans la rue, les secours mettent du temps à arriver. Donc, ça peut mettre déjà plusieurs minutes avant que les secours commencent une réanimation. Donc, il se passe quand même un très gros laps de temps avant que le cœur et le cerveau refonctionnent bien comme il faut. L'étude de certains cas particuliers va aussi à l'encontre de l'hypothèse des hallucinations. Il y a 3 cas particuliers aux expériences de mort imminente. Ça va être d'une part les expériences de mort imminente qui vont survenir chez les enfants. Les enfants, a priori, n'ont pas de représentation religieuse, ne sont pas trop influencés par la culture, et pourtant vont vivre des expériences de mort imminente et puis vont les raconter. Souvent, ça va être par des dessins, et ils peuvent très bien faire le dessin en fait, d'un bonhomme en bâton avec un bonhomme en miroir au-dessus d'eux, et puis une grosse lumière dans un coin de la feuille. D'ailleurs, ces expériences de mort imminente paraissent même plus fréquentes chez les enfants que chez l'adulte. Deuxième cas particulier, ça va être les expériences de mort imminente qui vont survenir chez les aveugles de naissance. A priori, ces personnes-là n'ont jamais vu de leur vie, et même quand elles rêvent, ils rêvent de choses qu'ils connaissent, c'est-à-dire ils rêvent de toucher, de sensations auditives, d'odeurs, etc. Lors des expériences de mort imminente, pour la première fois, ils vont découvrir le monde. Et si par exemple, ils se retrouvent au-dessus de leur corps, ils se reconnaissent par rapport à la forme de leur visage, ou la forme de leur bague, ou leur longueur de cheveux, etc. On a aussi des personnes qui ont été aveuglées durant l'accident, par exemple, qui ont eu des éclats de verre dans les yeux, etc., et qui ensuite ont fait un arrêt cardiaque à la suite de ça, et qui rapportent avoir vu la scène ou avoir vu les secours les réanimer, alors que techniquement, ils ne pouvaient pas voir. Pourtant, certains continuent de penser que ces visions seraient liées aux médicaments administrés aux patients. L'étude de François Lallier prouve le contraire. En fait, la grosse hypothèse qui ressort de cette étude, c'est que tout le monde vivrait une expérience de mort imminente dans les arrêts cardiaques, mais que tout le monde ne s'en souviendrait pas, un peu comme les rêves. Et en fait, plus la personne aurait un cerveau altéré, c'est-à-dire plus elle aurait d'antécédents psychiatriques, neurologiques, ou plus elle prendrait de médicaments, et moins elle se souviendrait de cette expérience. Si l'étude de François Lallier ne porte que sur 118 cas français, les statistiques nous montrent que ce phénomène n'est pas rare. Et dans le monde occidental, on estime qu'il y a 4 % des individus qui auraient fait une expérience de mort imminente. Voilà de quoi attirer l'attention de nombreux scientifiques. En France, récemment, s'est tenu le colloque « La conscience et l'invisible », où de nombreux chercheurs se sont réunis pour faire avancer la science post-matérialiste. C'est que la conscience est capable de faire des choses qui ne sont pas explicables avec le modèle en place. Depuis un certain nombre de siècles, on baigne dans ce paradigme matérialiste qui dit que tout est issu de la matière et que donc la conscience est une production en fait, de la matière, découle de la matière. En neurosciences, le dogme central, c'était que c'est le cerveau qui produit
la pensée comme le foie sécrète la bile. Il faut dépasser cette vision-là, qui est matérialiste, réductionniste, parce que les théories matérialistes échouent à expliquer comment le cerveau génère l'esprit. Selon le docteur Beauregard, l'esprit, c'est l'ensemble des fonctions mentales, conscientes et inconscientes, donc les pensées, les émotions, les intentions, la mémoire, etc., que certains nomment esprit et d'autres conscience. Je sais aussi que le problème est juste énorme et que quand on parle de la conscience, vraiment, plus qu'on l'étudie, et ça fait plus de 20 ans avec l'équipe qu'on essaye d'avancer dans ce domaine, plus que notre ignorance est claire. Pourquoi la science actuelle n'arrive-t-elle pas à expliquer comment nos pensées, nos émotions, même notre mémoire, sont produites? Au fond, le cerveau est constitué de cellules qu'on appelle des neurones et de filaments qui connectent les neurones entre eux, qu'on appelle les axones, donc de la matière grise, de la matière blanche. Mais comparé aux autres cellules de l'organisme, ces cellules-là n'ont rien de particulier. Donc, on n'est jamais arrivé finalement à expliquer comment on pouvait générer des fonctions mentales complexes simplement à partir de l'activité de ces cellules-là. Si la matière, en l'occurrence notre cerveau, se révèle incapable de produire un phénomène immatériel comme une pensée, alors d'où proviennent nos pensées, notre conscience? Cela amène des scientifiques à élaborer de nouvelles hypothèses. C'est le cas de Thierry Janssen, chirurgien et fondateur d'une école destinée aux médecins et personnels soignants. Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps en croyant que c'était la matière qui se complexifiait et créait la conscience. Et aujourd'hui, j'en arrive à vraiment me dire que c'est sans doute plutôt la conscience qui existe et qui crée la matière. Il ne faut pas ce réflexe dogmatique de dire ben non, tout ça c'est n'importe quoi et on a tout compris, c'est telle substance chimique. Ou... Allez-y, expliquez-le, vous n'y arrivez pas. Mais l'autre, je dirais, position extrême qui dit eh bien alors ça doit être comme ça, c'est cosmique, c'est une forme d'énergie. Allez-y, expliquez-moi, on parle de quoi? Est-ce que vous pouvez me proposer une hypothèse, une théorie qui fait des prédictions que je peux tester? Effectivement, les scientifiques post-matérialistes ne parviennent pas à tout expliquer. Mais pour le docteur Chambon, l'hypothèse est scientifiquement valide. Le principe du rasoir d'Occam en science, c'est quoi? Ce principe, c'est qu'il est scientifique de rendre prioritaire l'hypothèse qui explique le maximum de faits de la façon la plus simple possible. Alors, quand on regarde les expériences périmortelles, juste avant, pendant et juste après la mort, tout ce qui a été observé, on s'aperçoit que faire l'hypothèse que la conscience est première permet d'expliquer tout ce qui se passe de manière très simple. C'est juste une phrase, la conscience est première. L'hypothèse sur laquelle ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience, et donc quand le cerveau meurt, la conscience ne meurt pas, il y a 99% de chances que pour l'instant, ce soit l'hypothèse la plus valide. Alors évidemment, en école de médecine, on ne nous dit pas ça puisqu'on est dans un modèle encore matérialiste. Mais les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. De nouvelles études voient le jour. Car en plus des expériences de mort imminente, de nouveaux phénomènes nous montrent que la conscience peut se délocaliser. En effet, comme vous allez le voir, certaines personnes ont la faculté assez étrange de pouvoir sortir de leur corps. Pendant 10 ans, ces deux scientifiques ont étudié les capacités hors du commun de Nicolas avec un protocole en double aveugle. Le jeune homme devait identifier une image choisie par ordinateur projetée dans une autre pièce. C'est une expérience qui est suffisante pour montrer qu'on n'est pas en face d'une simple hallucination et que Nicolas a vraiment des capacités, on va dire, extrasensorielles, en tout cas, qui lui permettent d'obtenir des informations sur des lieux où il ne se trouve pas physiquement. Nous avons rencontré Nicolas au colloque sur la conscience et l'invisible. Il intervenait dans la présentation de cette étude. Il y a une partie de moi plus fluide, plus énergétique, non matérielle, qui fait comme un basculement vers l'avant. De ce basculement naît un effet de tourbillon. Et souvent, il y a une sorte de flash lumineux. À partir de ce flash lumineux, je me retrouve dans l'endroit où j'ai envie de me projeter.
Nous, ce qu'on a montré avec notre protocole, c'est que la conscience était capable de faire certaines choses qui n'étaient pas explicables avec le modèle actuel des neurosciences, le modèle d'explication matérialiste de la conscience. Par contre, on n'a pas prouvé formellement la délocalisation. Toute la difficulté de ces scientifiques qui travaillent sur l'immatériel est de trouver des preuves matérielles. De manière objective, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est capable de voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. On peut pas faire... On a pu éliminer la télépathie, mais on ne peut pas éliminer que ce serait un phénomène d'ordre clairvoyance. On voudrait passer à la deuxième étape, c'est-à-dire prouver vraiment qu'il y a délocalisation de la conscience. Donc là, on peut envisager différentes choses, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre en évidence quelque chose dans la pièce d'expérimentation, la pièce où il y a l'image cible, faire des mesures pour montrer qu'il y a quelque chose qui arrive à cet endroit-là, qui n'est pas là quand Nicolas n'y est pas. Pour l'instant, je n'ai jamais eu la possibilité d'interagir avec des personnes ou avec des objets. Toutefois, ça m'est arrivé quelquefois de voir que les animaux pouvaient sentir la présence. Par exemple, chez mes parents, lorsque j'étais enfant, avec un des chiens, on avait un rituel particulier. Quand j'arrivais, il se mettait à se rouler par terre. Et lorsque je faisais des sorties de corps et que je me projetais chez mes parents, le chien faisait ça. J'ai eu après la confirmation par ma mère qui m'a dit « Ah ben voilà, le chien s'est mis à rouler. » À mon avis, les animaux ressentent ce genre d'énergie. Le problème, c'est que les animaux ne parlent pas. Il faut donc trouver d'autres moyens d'obtenir des preuves. On peut imaginer qu'on pourrait mettre en évidence avec des mesures d'électromagnétisme ou bien par infrarouge. On pourrait aussi imaginer que Nicolas, en sortie de corps, va pouvoir avoir un impact sur la matière dans cette pièce et qu'il n'y a pas cet effet quand il n'est pas là. S'il semble compliqué de démontrer la présence de Nicolas dans l'autre pièce, il est peut-être possible de prouver son absence dans la pièce où se trouve son corps. On entend souvent dire que l'âme pèserait 21 grammes. Ça vient en fait d'une étude qui a été réalisée au début du XXe siècle par un médecin qui s'appelait Duncan McDougall, qui a eu l'idée de peser en fait des mourants au moment de leur décès. Donc on a fait des expériences avec une balance, donc en plaçant Nicolas sur une balance de très haute précision. Et bon, c'est des résultats très préliminaires, c'est-à-dire qu'une seule fois, Nicolas a réussi à faire une sortie de corps alors qu'il était sur cette balance. Et cette fois-là, eh bien, on a observé une diminution de poids de 45 grammes. Alors, c'est une seule fois, donc ça mériterait effectivement d'être reproduit, mais c'est un résultat qui était quand même assez troublant parce que toutes les autres fois où il n'a pas réussi à faire de sortie de corps, la balance est restée à zéro, il n'y a eu aucune différence. Si on arrive à prouver que la conscience est capable de se délocaliser, ça montre qu'elle a une certaine autonomie par rapport au cerveau. Si elle a une forme d'autonomie par rapport au cerveau, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est vraiment produite par le cerveau comme les modèles actuels le proposent? Et donc, si elle n'est pas produite par le cerveau, eh bien, ça veut dire que lorsque le cerveau s'arrête, la conscience va continuer. Donc, on arrive progressivement à cette idée que la conscience survit à la mort du corps physique. Bien que Nicolas ait des capacités exceptionnelles, d'autres aussi ont vécu ce phénomène. Nous avons rencontré Jean Guéral, un ancien du CERN, le Centre européen de la recherche nucléaire. En fait, ces recherches et surtout ces expériences de sortie du corps que j'ai fait m'ont convaincu que j'existais autrement que physiquement, autrement que mon corps charnel, que j'avais aussi une existence énergétique qui était là, autour de moi, qui n'était pas mon corps physique, mais qui était autre chose. Et en fait, c'est après, lorsque j'ai travaillé au CERN, que j'ai eu les premières explications par les physiciens nucléaires qui m'ont initié un peu à la spiritualité, parce qu'eux-mêmes, pour beaucoup en tout cas, sont convaincus que l'univers est à 11 dimensions, donc les 4 dimensions de l'espace-temps plus 7 dimensions vibratoires. Cela nécessite quelques explications. L'espace-temps, c'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde à 3 dimensions spatiales. Longueur, largeur, profondeur. Et une 4e pour le temps. Mais selon les physiciens, il y aurait d'autres dimensions cachées. La mécanique quantique dit qu'il y a une
une réalité apparente qu'on voit avec nos sens et qu'on mesure avec nos instruments de mesure, des accélérateurs de particules, des télescopes, des microscopes, etc. Mais les données physiques suggèrent qu'il y a peut-être aussi une réalité ultime qui est ce que le physicien Bernard d'Espagnan appelle le réel voilé et qui n'est pas mesurable directement par nos instruments de mesure. Donc, il y a une réalité ultime qui est différente de la réalité apparente. Il a été démontré depuis la fin des années 90 que le vide contient de l'information et que donc, à partir de ce moment-là, il existe par définition des mondes invisibles. Aujourd'hui, les travaux des physiciens portent sur la question de comprendre quelle est la structure du vide qui contient considérablement plus d'informations que notre simple réalité. Et ça peut passer par l'ajout de dimensions à l'espace. Philippe Guillemont est l'un des rares physiciens à défendre publiquement l'idée d'une vie après la mort. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une vie après la mort, tout simplement parce que je considère qu'il existe, en plus du corps, ce qu'on appelle l'âme, généralement, qui est ce que j'appelle le système d'information qui permet au corps de conserver son entropie basse, sinon il mourrait immédiatement. Et donc, ce système d'information est fait d'informations qui ne sont pas matérielles. En fait, on peut même parler d'information quantique. Et on sait que l'information quantique, c'est une information qui se trouve en dehors du temps et de l'espace. Par conséquent, à la mort du corps, ce système d'information, donc cette âme, a toutes les raisons de subsister. Je suis convaincu qu'après la mort, lorsque le corps est terminé, a fini son existence, on continue d'exister dans cet autre ailleurs, dans cet ailleurs qui est énergétique, vibratoire. Par contre, dans la communauté scientifique, ça ne se fait pas de parler de spiritualité. Mais ça ne les empêche pas d'y intéresser. La spiritualité, elle mérite d'être définie parce qu'elle est souvent confondue avec la religion. Or, la spiritualité n'est pas la religion. La spiritualité, c'est vraiment, en tout cas dans mon propos, la science qui permet de comprendre l'esprit des êtres et des choses. Sans doute que la physique quantique est une étape très importante dans ce retour à la spiritualité. Et une spiritualité incarnée parce que nous aurons vraiment compris comment la matière est spirituelle et comment elle est habitée par l'esprit. Revenons maintenant à ce fameux manifeste pour une science post-matérialiste qui s'appuie également sur des études liées aux médiums. Vous savez, ces personnes qui sont capables de rentrer en contact avec les défunts et de nous transmettre leurs messages. Alors ok, il y a des charlatans, mais il y a aussi des vrais médiums. Mais comment fait-on pour les tester scientifiquement ? Il y a des travaux très sérieux qui ont été effectués par un de mes collègues, Gary Schwartz, à l'Université de l'Arizona. Ça a été effectué sur 2 décennies. Et les chercheurs ont utilisé une approche très rigoureuse où ils se servaient d'un protocole à triple aveugle. Ce qu'ils ont mis en place dans leur protocole, le point principal, c'est qu'il y a un intermédiaire entre le médium et le consultant. Le médium ne rencontre jamais le consultant et l'intermédiaire, lui, ne connaît pas ni le consultant ni le défunt en question. Donc en fait, le médium, il disposait simplement du prénom du défunt et sur cette base-là, il devait répondre à 4 questions. D'une part, donner une description physique du défunt, de sa personnalité, décrire un petit peu ses occupations de son vivant et aussi donner la cause de sa mort. Les chercheurs aboutissent à l'idée qu'il est possible d'aller chercher des informations précises, qui sont véridiques, sur des personnes qui sont décédées. La référence dans ce domaine est le centre de recherche Windbridge aux États-Unis, dont les travaux ont été validés par des comités d'experts et publiés dans plusieurs revues scientifiques. En France, des chercheurs ont aussi testé des médiums. L'écrivain Didier Van Kovlart nous en parle. Je pense que les premières personnes qui m'ont amené à m'intéresser à la médiumnité sont des scientifiques, notamment le professeur Rémi Chauvin, professeur à la Sorbonne, spécialiste mondial des abeilles
et des fourmis, un des plus grands éthologues français, et par ailleurs testeur de médium. Et dans le cadre justement de la Sorbonne, dans ce cadre universitaire prestigieux, il faisait un cours justement sur la réalité ou non de ces phénomènes médiumniques, et il testait souvent avec beaucoup de réussite la capacité de personnes à entrer en communication avec des défunts, ou en tout cas avec des informations que seuls des défunts pouvaient savoir. Florence Hubert, une médium reconnue, nous explique ce qu'elle perçoit des défunts. Quand les défunts se présentent, ils se présentent tels qu'ils étaient à l'heure de leur mort au départ, c'est-à-dire vieux, bébés, ados, puis les conditions de départ, suicide, maladie, accident. Puis après, au fur et à mesure de la conversation, ils reprennent l'allure qu'ils veulent, à l'âge où ils ont été le mieux pour eux. Il va rajouter souvent un prénom entier, parfois un surnom. Puis après, il me montre un film de vie avec les gens qu'il a retrouvés, les gens qu'il a laissés. Il me donne des surnoms, il me donne des prénoms, il me fait voir des animaux, des lieux, etc. Florence Hubert intervient régulièrement lors de conférences, au cours desquelles elle réalise des séances de médiumnité publique. Dans son cancer, elle est partie en maison de retraite dans sa fin de parcours. Bon, elle a le cancer, votre grand-mère, mais j'ai un problème dans la tête. Je pense qu'elle a des soucis dans la tête, d'accord ? Et que ces métastases dans la tête pouvaient la rendre un tout petit peu plus nerveuse à la fin ou angoissée que d'habitude. Mon père était dans le coma et à un moment donné où je le sentais, c'était un coma de morphine par rapport à son cancer, et à un moment donné, je le sens agité, j'étais seul avec lui à lui chanter une chanson qui me vient à l'esprit, qui est une chanson de Brassens, Le Fantôme, une chanson sexy, drôle, qui casse un peu les angoisses de ce moment. Et mon père meurt à 2h du matin. Là. Je suis dans la chambre et cette médium m'appelle à 9h et me dit « Ton papa est parti à 2h du matin. » Je dis « Oui. » Il me dit « Il va bien. Hein. » Et il me dit qu'il te remercie pour la chanson. C'était quoi cette chanson ? Dis donc, c'était pas très religieux, c'était coquin ce truc-là, c'était quoi, Brassens ? Donc là, même chose, est-ce que c'est transmission de pensée ou c'est côté des morts ? Mais quand l'information n'est pas connue par le vivant, là on perd une hypothèse. Avant le départ de notre fille, nous étions très cartésiens. Toute chose devait avoir une explication bien rationnelle. Et là, suite à son décès, j'ai ma cousine qui nous a emmenés voir une séance de médiumnité en salle. Et après, donc, on a eu une autre séance. Et là, il y a eu le prénom Coryza qui a été annoncé. Et c'est vrai que là, on a été vachement surpris parce que c'était le nom de scène qu'elle avait dans une pièce de théâtre. Et là, ça nous a vraiment stupéfaits. Oui, ça a été vraiment une preuve pour nous de la survie de notre fille, en quelque sorte, puisque nous étions les seuls à connaître ce prénom, Coryza. Ce n'est pas le seul signe qu'ils aient reçu. Leur fille s'est manifestée à de nombreuses reprises sous différentes formes. Face à ces signes, à ces messages que nous avons reçus en médiumnité, pour nous, la question ne se pose plus. Notre fille est toujours vivante. Elle est dans une autre dimension, pas celle dans laquelle nous vivons, mais une autre. Est-ce cette idée d'information dans l'air qui est captée par le médium et qui arrive sous forme d'un défunt identifiable en apparence? Pour moi, la question est toujours ouverte. L'information est indéniable. Elle est vérifiable. Il y en a eu plein comme ça. Et je ne suis pas le seul qui travaille avec ce genre de phénomène. Qu'il y ait une forme de vie après la vie, moi, ça me paraît évident. Très jeune, j'ai découvert à travers des expériences auprès de médiums que oui, il y avait de l'information, en tout cas, que l'on pouvait capter venant de personnes qui la détenaient mais qui étaient plus vivantes. Et moi, je n'avais pas ces informations et ça venait, et c'était très impressionnant. Mais il n'y a pas que les médiums qui peuvent avoir un contact avec un défunt. Un médecin témoigne d'un autre phénomène. Après le décès d'un proche, un certain nombre de personnes témoignent auprès de moi du fait de la présence de ce proche. Ça peut être soit sous la forme de présence aimante,
soit sous la forme d'un objet qui se déplace de façon incongrue, et soit sous la forme d'un appel téléphonique. La personne qui entend cet appel fait clairement le lien avec son proche décédé, ou ça peut être un animal qui va croiser notre chemin et de façon complètement inattendue. Et là aussi, on va faire ce lien. Je m'aperçois que ce phénomène est extrêmement fréquent. Des études européennes et américaines montrent qu'environ 20% de la population a déjà reçu d'une manière ou d'une autre un contact d'un proche défunt. La présence d'un grand-père, par exemple, à des moments difficiles où je sens une force, une sensation de main posée sur l'épaule, de présence vraiment, de chaleur, voilà. C'était ma 2e année en droit et c'était juste avant l'examen et j'ai ressenti effectivement une protection, oui. Je ne sais pas si vraiment c'est un signe ou c'est moi qui l'ai interprété comme ça, mais c'est vrai que j'avais une impression de présence après sa mort un peu, et puis ça fait très longtemps qu'elle m'a plus donné des signes de vie. On a eu en fait quelques phénomènes bizarres, le séchoir qui s'allumait tout seul, la télé qui s'allumait toute seule également. Enfin, ça passait vraiment dans l'électricité. Après le décès de mon père, j'ai eu des phénomènes bizarres dans ma penderie avec l'électricité, la lumière qui s'éteignait, s'allumait, s'éteignait, s'allumait. J'ai su que c'était lui dans ma tête qui m'a envoyé un message. J'ai même dit bon, j'ai compris, et ça s'est arrêté. Peut-être que vous aussi, vous avez reçu certains de ces signes. Peu de gens osent en parler car ils ont peur de passer pour des illuminés. Et pourtant, si vous en parlez autour de vous, vous serez surpris de constater que nous sommes nombreux à avoir reçu des signes de défunts. Passons maintenant à un autre phénomène très troublant qui concerne cette fois-ci les personnes en fin de vie. En tant que médecin en soins palliatifs, c'est un phénomène très courant que j'observe, c'est que des personnes tout à fait en fin de vie ont des visions de leurs proches décédés auparavant ou de personnes chères qui leur sont chères décédées avant elles. Venez à eux et pour les rassurer, les accompagner, les aider et les accueillir. Ce phénomène a été étudié notamment par le neuropsychiatre Peter Fenwick. Et ces études font preuve de résultats tangibles. Un quart font état de visions dans lesquelles des défunts de leur famille viennent les chercher, les accompagner, leur faciliter le passage, leur parler, leur tendre la main. Et c'est très important que ce phénomène soit mis à la connaissance du grand public. Ça évite plusieurs choses. Déjà, premièrement, quand les mourants font état de ces visions, parfois certains pensent que c'est des hallucinations et leur mettent des médicaments, ce qui va encore plus obnubiler leur conscience, la confusionner et faire qu'ils vont plus être capables de rentrer en relation avec ces expériences qui sont extrêmement favorables pour eux. Souvent, elles ont très peur de ces visions, parce que dans notre époque, ce n'est pas quelque chose qui est connu. Et le fait que, en particulier en tant que médecin, je leur pose des questions à ce sujet, que je vienne valider cette expérience, ça les autorise et du coup, ils peuvent accueillir tout ce qu'il y a de rassurant et d'apaisant dans cette expérience. Deuxièmement, pour la famille. Parce que la famille peut avoir peur, dire « Oh là là, mais il est en train de délirer, etc. » Et pas du tout. C'est important de pouvoir dire à la personne « Ok, c'est possible, ça arrive, ce que tu vis. » Et même pour la famille, c'est intéressant parce que souvent, quand ça arrive, c'est que la personne est très proche de la mort, 1 ou 2 jours ou quelques heures. Donc ça permet vraiment de dire « C'est le moment, on va se préparer, on va l'accompagner, on va être là à ce moment-là. » En plus, je trouve que c'est très important parce que c'est comme rassurant de savoir que le jour de notre mort, c'est un passage quand même qui est exceptionnel. Hein. Ça arrive qu'une fois la mort dans la vie. Hein. Et elles vivent tout seul, ça peut faire un peu peur. C'est quand même mieux d'être accompagné et de savoir qu'il y aura peut-être des personnes qu'on a aimées très profondément dans notre vie, qui sont parties avant nous, qui vont être là. C'est quand même, moi, je trouve éminemment rassurant. Allons plus loin dans l'aventure. Je vous propose de partir à la découverte de chercheurs qui ont mis au point des procédés expérimentaux pour entrer en contact avec les défunts. C'est le cas de Jean-Jacques Charbonnier, qui a mis au point les ateliers d'hypnose appelés TCH. Je me suis formé à l'hypnose et l'hypnose est une technique qui est employée en bloc opératoire par les anesthésistes réanimateurs pour pouvoir opérer des patients sans produit anesthésique. C'est dire l'efficacité de cette technique. Donc nous plongeons en hypnose collective pendant 1h15 avec la musique hypnotique reliée au son de ma voix. Les personnes
sont accompagnés par ma voix. Les muscles de vos avant-bras sont détendus. Peut-être sentez-vous vos vertèbres peser sur le siège. Il y a 5 périodes de 7 minutes pendant lesquelles ces personnes ne sont pas sous suggestion, elles sont seules avec le son hypnotique. Et c'est dans ces espaces-là qu'elles ont leurs expériences. Donc ces expériences ne sont pas suggérées. Ces expériences sont très personnelles. Et ensuite, donc, nous faisons le débriefing oral, et puis débriefing écrit aussi, puisque je mène une étude scientifique, celle-là, protocolisée. C'est moi mon 4e atelier que je fais avec Jean-Jacques Charbonnier. Il y en a 2 qui ont été des expériences inoubliables. Le 3e n'avait pas marché. Et celui-là, alors, ça a été... j'ai vu plein de défunts. J'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, j'ai vu des animaux que j'ai connus. J'ai eu cette sensation, oui, d'être bien, d'être posé, d'être comme un début de méditation, mais après, rien avec les défunts, rien par la suite. J'ai eu plein de gens de ma famille qui sont venus me donner des messages. Et il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive au chakra coronal, j'ai senti une forte énergie comme prévu, et ça a bloqué. Après, il s'est quand même passé des choses plus intimes, parce que j'ai réussi à avoir quand même un contact, ouais. Mais bon, je ne peux pas aller plus dans le détail, puis je vais le garder pour moi, ça. Je n'ai pas eu de contact avec des défunts, mais j'ai eu l'impression qu'on me donnait des indications. Alors là encore, est-ce que c'est mon mental ou pas? Je ne sais pas. Mais des indications sur le fait que cette personne se trouvait très haut et que je ne pouvais pas être en contact avec elle. Relaxer, relâcher. Selon les résultats de cette étude, sur 1000 participants, 67% ont répondu « Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt ». Évidemment, on peut rejeter d'emblée toutes les preuves, puisque ce sont des témoignages, et que le témoignage est fragile, on le sait. Les témoignages humains sont fragiles. Mais à moins de considérer que toutes les personnes qui témoignent sont des affabulateurs, eh bien oui, il y a une foule de preuves de vie après la mort, il y a une foule de certitudes pour dire qu'il y a une vie après la mort. D'autres chercheurs, regroupés en associations de bénévoles, ont créé une machine pour tenter de capter l'image des esprits. Ils ont mis au point une cellule de contact composée d'un système de laser, d'un générateur de vapeur, de caméras strioscopiques et de micros permettant de capter des visages et des sons qui émaneraient du monde des défunts. Nous avons testé cette cellule et, au vu du résultat étonnant, nous avons décidé de vous présenter cette expérience. Alors, on vient d'enregistrer 10 secondes. Il y a une image qui nous paraît fortement intéressante. On prend cet extrait-là et on le lit image par image sur cet écran-là. Et on voit apparaître ce qui se ressemble à un visage de femme souriant. Dans la cellule, Valérie ne peut pas voir cette image à l'œil nu, car elle est enregistrée au 25e de seconde. Seule la relecture de la séquence image par image permet de distinguer ce phénomène. Est-ce que tu reconnais l'une de ces personnes, Valérie? Ça peut être proche de ma grand-mère, voilà. En plus, je pensais à elle. Nous avons comparé cette image à une photo de la grand-mère de Valérie. Pour nous, la ressemblance est plutôt troublante. À vous d'en juger. Nous expérimentons cette cellule de contact depuis à peu près 4 ans. Le pourcentage de réussite, aujourd'hui, on pourrait dire que nous recevons 7 résultats sur 10. C'est-à-dire que nous sommes bien au-delà du simple hasard. Pour l'instant, on s'aperçoit que plus on avance dans le temps, plus les résultats sont probants. Donc il y a véritablement une réaction. Il y a quelque chose qui réagit à ce que l'on fait. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir d'où proviennent ces images, ni véritablement ce qu'elles sont. Elles ont le mérite d'être là et de nous interroger. On pourrait se demander si, dans le cas de ces photos de défunts, ce n'est pas la personne avec ses attentes et son envie de contacter un défunt qui va impressionner la pellicule photographique. Ce qui serait déjà extraordinaire en soi, mais moins nouveau, puisqu'on sait, depuis les travaux de physique quantique, que probablement l'observateur peut avoir une action sur la matière. Donc ce ne serait pas nouveau, mais ça reste quand même quelque chose d'assez troublant. L'histoire nous a démontré que la science a toujours avancé grâce à des chercheurs pionniers et à des procédés expérimentaux.
Alors après toutes ces enquêtes, tous ces témoignages, toutes ces études, quelles conclusions peut-on en tirer? Moi, si je parle en tant que scientifique, je suis obligée de dire qu'actuellement, on n'a pas de preuve de la vie après la mort. On n'a pas de preuve scientifique de la vie après la mort. Après, on a, je dirais, énormément de ce qu'on appelle en biologie des évidences. Il y a beaucoup d'observations qui sont plus faciles à expliquer avec l'hypothèse d'une survie de la conscience après la mort que par l'hypothèse d'avoir affaire à des hallucinations ou des choses comme ça. Si je parle pour moi, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai observé depuis plus de 20 ans, pour moi, c'est une évidence qu'il y a quelque chose après la mort. La science, quand même, peut et doit être curieux et oser poser ces questions qui, il n'y a pas si longtemps, étaient des tabous. Et j'invite tous les groupes qui s'intéressent à cela de réfléchir comment est-ce qu'on peut aller plus loin, être plus précis quand on dit que ce n'est pas dans le cerveau, et peut-être ce n'est pas dans le cerveau, mais où est-ce que ça peut être? Quand on prend en compte toutes les recherches qui ont été faites depuis plus de 40 ans sur les différentes expériences périmortelles, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire les contacts qu'ont les personnes mourantes avec des défunts dans les chercher les accompagner, les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts, soit spontanés, soit induits par des médiums, les expériences aussi de vie antérieure qui ont été étudiées par Stevenson et Tucker notamment, enfin bref, tous les faits convergent vraiment pour valider l'hypothèse sur laquelle la conscience est indépendante du cerveau. Elle peut se servir de différents corps pour interagir avec la réalité matérielle, mais elle n'en a pas besoin. Le corps a besoin de la conscience n'a pas besoin du corps. Nous devrions finalement considérer la possibilité que la mort, comme la naissance, puisse n'être que le passage d'un état de conscience à un autre. Mais pour ça, il va falloir changer de paradigme. Accepter que ce n'est pas forcément la matière qui crée l'esprit, qui crée la conscience, d'accepter que c'est la conscience qui permet à la matière de se manifester. Les scientifiques sont des êtres humains, sont très attachés émotionnellement à leurs croyances. Et c'est très difficile pour eux d'admettre qu'ils ont pu se tromper, par exemple. Et les nouveaux paradigmes, ça prend toujours un certain temps avant d'être acceptés. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà commencé à l'initier, ce changement de paradigme. Maintenant, on est en chemin. Ça va prendre encore du temps. Ça faut être réaliste. Ça peut prendre encore quelques décennies. Mais je pense qu'on le verra dans notre vivant. Je ne sais pas vous, mais personnellement, toutes ces recherches m'interpellent. Elles me questionnent aussi sur le sens de notre vie sur cette terre. Mais les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente nous confient que nous serions bien ici pour une raison. On peut se poser la question de se dire, ok, est-ce que t'as pas envie d'y retourner? Parce que moi, j'étais tellement bien là-bas, même si j'avais ma famille, etc. Mais non, je sais ce qui nous attend le jour où je devrais partir. Mais j'ai à aucun moment eu envie de mettre fin à mes jours, parce que je pense qu'on est là pour continuer à expérimenter. Quand les personnes reviennent, ils disent que ce qu'ils ont compris à travers cette expérience, c'est que le sens de cette vie est d'apprendre à aimer. Je suis plus dans une empathie aujourd'hui que je pouvais l'être avant, plus d'amour pour les personnes autour de moi, n'importe quel être vivant. Et on s'aperçoit que ce qu'il faut, c'est aller vers cet amour, tendre vers cet amour infini et absolu. Ce qui compte, c'est quand on retourne dans la vie de tous les jours, comment on va pouvoir apporter cette source, cette force, cette énergie d'amour dans chacune des actions de notre vie. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, pour soi et pour les autres, non? Nous arrivons au terme de notre voyage. Alors la mort est-elle la fin ou un nouveau départ? Moi, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse méditer sur cette question essentielle.